Conseil des ministres, relèvement du SMIC et du minimum vieillesse. Valéry Giscard d'Estaing répond aux questions de Patricia Charnelet. L'Assemblée nationale, Raymond Barre répond aux rapatriés. La plus grande découverte archéologique depuis 50 ans, le tombeau du père d'Alexandre le Grand. Premier frimas, il a même neigé en Bretagne, étonnant, rare et significatif des rigueurs du temps. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le SMIC a plus de 10 francs de l'heure, 10 francs 06 très précisément. Le minimum vieillesse à 916 francs par mois. Voilà ce qu'on retiendra du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Et il faudrait encore y ajouter un relèvement de 2,5% des traitements des fonctionnaires. Il s'agit en fait là d'un ajustement. Un autre devrait d'ailleurs intervenir fin janvier pour assurer le strict maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires en 77 en l'absence d'accord contractuel. Le minimum vieillesse donc à 916 francs par mois, cela correspond à une augmentation de 1000 francs par an, désormais 11 000 francs en tout. C'est un minimum qui aura en définitive plus que doublé depuis la dernière élection présidentielle. Mais il y a autre chose dans ces mesures sur les personnes âgées. L'État accepte de ne pas récupérer ce minimum vieillesse en cas de décès lorsque les successions sont modestes. Cela paraît surprenant, mais c'est ainsi que ça se passait jusqu'alors. Pour Patricia Charnelet, du journal Antenne 2, le président de la République commente ces mesures en faveur des personnes âgées. Monsieur le Président, une série de mesures annoncées ce matin au Conseil des ministres concerne les personnes âgées. Il s'agit de l'augmentation du minimum vieillesse et de la non-récupération de ce minimum vieillesse lorsque les successions sont modestes. Alors, pourquoi présentez-vous vous-même personnellement ces mesures? J'ai tenu à présenter personnellement ces mesures pour apporter un démenti à 3 opinions qui sont très répandues. La première opinion, c'est que les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses. La deuxième opinion, c'est que le gouvernement ne fait rien de concret pour améliorer la justice en France. Et la troisième opinion, c'est que la seule façon en France pour obtenir satisfaction, c'est de descendre dans la rue et de s'y livrer à des manifestations violentes. Et je voudrais vous démontrer que sur ces 3 points, les décisions qui ont été prises ce matin apportent la preuve du contraire. Alors en quoi ces mesures vont-elles améliorer la vie des personnes âgées? Vous l'avez dit à l'instant, ces mesures, quelles sont-elles? La première, c'est une nouvelle élévation de ce qu'on appelle le minimum vieillesse, c'est-à-dire le minimum de ressources des personnes âgées les plus démunies en France. Ce minimum va passer à partir du 1er décembre à 11 000 francs par an pour une personne seule, et donc 22 000 francs par an pour un ménage. Par jour, cela veut dire pour une personne seule 30 francs par jour. Or, quelle a été l'évolution? Au moment de mon élection à la présidence de la République, ce minimum était de 5 200 francs par an. Et il sera donc en 3 ans et demi exactement passé de 5 200 francs à 11 000 francs. Par jour, ce minimum était de 14 francs 40 pour une personne âgée, et désormais ce sera 30 francs. Alors comment situer ces chiffres? Parce qu'il y a eu dans l'intervalle une hausse des prix. Si vous tenez compte de la hausse des prix de mai 1974 à novembre 1977, vous constaterez que l'augmentation à prix constant du pouvoir d'achat des personnes âgées, du minimum vieillesse, représente 51%. Donc 51% de progression réelle en 3 ans et demi. Et comment le comparer à d'autres éléments? Eh bien, il faut savoir que pendant cette même période, c'est-à-dire 3 ans et demi, la production réelle de la France a augmenté en volume de 7%. Donc la quantité de ce que les Français peuvent se partager a augmenté de 7%. Et la part de ce que les personnes âgées les plus défavorisées vont désormais obtenir a augmenté de 51%. Donc on voit bien qu'il y a eu une amélioration importante de leur sort par rapport à la collectivité nationale des Français. Vous améliorez ainsi la vie des personnes âgées. Mais Monsieur le Président, il y a aussi la solitude, le désarroi de ces personnes âgées. Alors que peut faire l'État, que peut faire un gouvernement contre cette solitude? Alors vous me permettez de revenir en arrière pour vous dire ces décisions. Cela apporte d'abord la preuve que les engagements qui ont été pris ont été tenus. Et j'indique que je mets au défi toute personne
ou toute organisation d'apporter la preuve que les engagements que j'ai pris personnellement en faveur des personnes âgées au moment de la campagne présidentielle n'auraient pas été tenus. Ensuite, concernant ces mesures, un élément justement pour les familles. Il y a en France des personnes âgées qui ne demandent pas ce minimum parce qu'elles ont peur qu'il y ait ensuite une récupération sur leur succession. Et j'avais indiqué au printemps dernier que pour les petites successions, nous améliorerions cette situation. Le texte qui a été adopté ce matin porte à 150 000 francs, 15 millions anciens, le montant au-delà duquel commencera la récupération. Alors que lorsque j'ai été élu président de la République, ce montant était de 50 000 francs. Nous l'avons donc triplé en 3 ans et demi. Ce qui fait que les personnes âgées qui ont un petit bien peuvent demander le minimum vieillesse sans avoir l'inquiétude morale de se dire qu'on le récupérera sur la succession qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. Et enfin, troisième élément, c'est que beaucoup de personnes âgées sont déroutées par la complication des formalités. Et Madame le ministre de la Santé, Madame Simone Veil, va prendre un décret qui va améliorer beaucoup le système d'information des personnes âgées à cet égard, et en particulier toutes les caisses de retraite, au moment où elles commenceront à liquider les pensions des personnes âgées, leur donneront tous les éléments d'information nécessaires pour qu'elles obtiennent le minimum vieillesse, si elles y ont droit. Alors, je viens à votre question, les autres solidarités. D'abord, je crois, si vous voulez, qu'il y a un niveau de ressources au-dessous duquel ça n'est même pas la peine de parler de solidarité ou de solitude. Quelqu'un qui avait jadis pour vivre quelques francs par jour, de toute façon, était retranché de la société. À partir du moment où il y a un minimum de ressources qui se rapproche des exigences modernes, et 30 francs par jour pour une personne seule, 60 francs par jour pour un ménage, on se rapproche de cette situation. Ça fait un petit peu moins de 1000 francs par mois, quand même. C'est pas Cela beaucoup. fait 900 francs, c'est cela pour une personne seule, 1800 francs pour un ménage. C'est le minimum, hein, et ce minimum intéresse 2 200 000 personnes âgées. Alors naturellement, il y a d'autres problèmes pour les personnes âgées, il y a la solitude, il y a le sentiment de ne pas être utile à la vie collective, à la société, de se sentir un poids ou une charge inutile. Alors à cet égard, il y a beaucoup de mesures qui sont en cours, mais tout ne dépend pas de l'État. Il ne faut pas penser que c'est l'État qui doit tout faire dans ce domaine, et c'est le développement de la vie associative. Vous savez qu'il y a un phénomène qui se développe en France à une vitesse extraordinaire, ce sont les clubs de personnes âgées, partout, en province, à Paris, dans tous les centres urbains, dans le milieu rural. Et puis c'est également le fait que des activités nouvelles s'offrent aux personnes âgées sur le plan local, et en même temps qu'on s'efforce de leur donner des occasions d'activités ou de promotion. Je me suis occupé cette année de 2 activités importantes, ce qu'on appelle l'université du 3e âge, et également la question de la vie physique et même de la vie sportive des personnes âgées. Monsieur le Président, avez-vous peur de vieillir? Poser une question personnelle, non, je n'ai pas peur de vieillir. Je vous dirais que naturellement le passage du temps, pour tout le monde, et donc pour moi, le passage du temps est une épreuve. Mais je n'ai pas peur de vieillir parce que je considère la vie comme un tout dans lequel il y a la jeunesse, la vie active, et puis il y a naturellement la vieillesse. Et ce qui est très important, c'est que dans la vie, il n'y a pas de partie morte. Et notamment que la vieillesse ne soit pas une partie morte. C'est pourquoi il est très important que nos compatriotes aient d'abord, en effet, le moyen de prolonger leur vie dans des conditions qui soient matériellement équitables. Et en même temps que cette 3e partie de la vie, elle ait un sens et une utilité. Vous pensez à votre vieillesse, à ce que sera votre vie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Je n'y pense pas. Je suis très absorbé, il faut le dire, par ce qu'est ma tâche à l'heure actuelle. Et puis je vous dirais qu'aujourd'hui, je préfère penser à la vieillesse des autres. Deuxième type de mesure, vous disais-je, toujours en Conseil des ministres, le relèvement du SMIC qui passe de 9 francs 79 à 10 francs 06. Il franchit donc la barre psychologique des 10 francs et continue à progresser un petit peu plus rapidement que le taux de salaire horaire des ouvriers. Demain, le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum prévu par la loi, passe à 10 francs 06 de l'heure. Il était depuis le 1er octobre de 9 francs 79, ce qui représente une augmentation de 2,7%. Pour un salarié qui gagne le SMIC et travaille 40 heures par semaine, le salaire mensuel sera donc désormais de 1 750 francs 40. Près d'1 million de salariés sont directement concernés par cette augmentation. Ce sont ceux dont les salaires sont très voisins du SMIC. Ils sont au moins 700 000. Et puis les apprentis, les jeunes travailleurs, les handicapés dont le salaire est inférieur au SMIC, mais basé sur son évolution.
Mais si elle touche directement 1 million de salariés, l'augmentation du salaire minimum influencera vraisemblablement les salaires d'un nombre plus élevé de travailleurs. Ceux dont les salaires sont seulement un peu au-dessus du SMIC, ils sont environ 2 millions. La décision prise ce matin par le Conseil des ministres porte à 12,5% en un an l'augmentation du SMIC. Elle est plus forte que celle des autres salaires, dont le gouvernement vient de recommander la limitation à 10%. Elle est aussi plus élevée que celle des prix à la consommation, qui se sont accrus en un an de 9,5%. Et puisque nous sommes en période de cadeaux, en voici un troisième beaucoup plus attendu. Celui-là est somme toute assez modeste, puisqu'on vous donne 2 jours de plus pour acheter la vignette auto sans avoir à payer de supplément. 2 jours de plus, cela veut dire donc jusqu'au 3 décembre, jusqu'à samedi minuit, après gare à l'amende. Coïncidence, situation voulue ou simple clin d'œil de l'actualité, le mot d'ordre de grève lancé pour demain par la CGT, la CFDT et la FEN avait pour raison, une parmi d'autres, la revalorisation des salaires les plus bas. Une grève jugée nécessaire par André Henry, le secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, nécessaire mais aussi la plus difficile à réussir depuis longtemps, je le cite. Force ouvrière, la CFTC et la CGC ne s'associent pas à la grève. Selon un sondage de l'organisme public publié par J'informe, 35% des Français contre 60 sont d'accord avec la grève. La proportion s'inverse dès lors qu'il s'agit de syndiqués interrogés. Je ne reviens pas sur les répercussions de cette grève, nous en avons parlé hier. Juste un mot quand même pour ceux qui habitent la banlieue parisienne, qu'ils ne s'étonnent pas de voir leur époux ou leur épouse arriver en retard. Il y a déjà des perturbations sur les trains de banlieue et c'est l'unique raison du retard. Et nous revenons donc sur les travaux du Parlement avec la deuxième journée du débat sur les rapatriés. Raymond Barre a demandé un vote bloqué. Les députés vont donc se prononcer cette nuit. Voici les mesures qu'ils devraient sans doute ratifier. Pour ceux qui ont été dépossédés, l'indemnisation maximum est fixée à 1 million de francs pour les couples et à 500 000 francs pour les célibataires. Le paiement se fera par annuité. Il sera échelonné sur 15 ans à partir de 1981. Mais pour les rapatriés qui sont âgés de plus de 70 ans, l'indemnité sera versée en 5 fois seulement à partir de la fin 1979. Au-dessus de 80 ans, en 2 fois à partir de la même date. L'indemnité ne pourra pas être versée à des tiers, à l'exception des héritiers légaux des personnes qui ont été dépossédées. Une clause de sauvegarde du capital a été prévue par un amendement du gouvernement. Si la hausse des prix à compter du 1er janvier prochain est supérieure à 10% dans l'année, l'indemnité sera indexée tous les ans par rapport au dépassement. La dernière évaluation des biens perdus date de 1970. Dans le domaine agricole, il n'y aura pas de réévaluation. En revanche, dans l'industrie ou le commerce, il pourra y avoir une nouvelle évaluation. Dans ce cas, les litiges seront arbitrés par une instance placée sous la présidence d'un magistrat. Cet après-midi, Raymond Barre, le Premier ministre, a tenu à prendre lui-même la parole à l'Assemblée nationale pour dire l'importance que le gouvernement attache à ce texte. Les rapatriés mesureront à sa juste valeur, en dehors de tout esprit de surenchère, l'effort qu'à l'initiative du président de la République, le gouvernement demande au pays de faire à leur égard dans les circonstances difficiles que traverse la France. Tous les griefs n'en seront pas apaisés. La tristesse de certains souvenirs n'en sera pas pour tous dissipée. Puissent les rapatriés avoir cependant le sentiment que la communauté nationale s'acquitte à leur égard de la dette qu'a fait naître un pénible destin et qu'il leur est possible désormais de regarder sans excessive amertume leur avenir. Les députés avaient aussi à se prononcer sur l'allègement de l'impôt qui pèse sur l'organisation des matchs de boxe. Et c'est précisément aujourd'hui que l'on apprenait la mort de Roger Zamy, plusieurs fois champion de France et même il y a 5 ans, champion d'Europe des poids lourds super légers. Roger Zamy est mort après 3 semaines de souffrance. Il avait volontairement avalé de l'ammoniac pur. Ce n'est pas le premier champion à avoir connu une fin malheureuse, peu de temps après avoir quitté le ring. Bien sûr, cela peut s'expliquer selon le caractère, les problèmes des uns et des autres, mais Monique Atlan est l'une de nos équipes d'Antenne 2, a voulu savoir quelles étaient les conséquences purement médicales de ce sport. Le coup de poing d'un boxeur de 70 kg étant égal au coup d'un marteau de 5 kg sur l'enclume, question. L'enclume et le boxeur vont-ils résister de la même façon?
Pour ces défenseurs, la boxe est un art. Pour les non-initiés, un carnage. Le service de neurochirurgie d'un hôpital parisien a enregistré les ondes du cerveau d'une centaine de boxeurs. Toutes ont révélé des perturbations. Mais si la violence de la boxe est admise par tous n'en tirent pas les mêmes conséquences. Tous les sports peuvent être violents. Ouais, le rugby, c'est aussi violent. Tous les sports sont violents, c'est vrai. C'est pire même. C'est pire. Tous les sports, il faut de la violence en tout cas. Pour gagner, il faut un peu de violence. De toute façon, il faut être méchant. C'est pas méchant, mais il faut être méchant. Faut être viril. Il y a des règles, on ne tape pas n'importe comment. Je veux dire, un grand boxeur comme Manson ou Moundine, enfin des grands boxeurs comme ça, c'est sublime à voir parce que c'est presque de la danse, c'est esthétique. Moi, j'aime bien les coups. Vous aimez bien les coups? Ah ouais. Ce n'est pas violent, on appelle le noble art. Ce n'est pas n'importe qui peut faire un boxeur. Il faut justement savoir esquiver, frapper, recevoir des coups. C'est question de réflexe, c'est extraordinaire. Les médecins qui ont accepté d'en parler, eux, sont plus réticents. Ils s'en tiennent à l'énumération des traumatismes qu'ils constatent. Il y a, je crois, enfin, deux grands types de traumatismes. Les traumatismes violents sur le coup qui vont donner des chaos spectaculaires. Et peut-être d'ailleurs que c'est le principal reproche que je ferai à la boxe, c'est de faire du chaos, de la recherche donc du coma post-traumatique finalement, le but d'un sport. Je crois qu'on peut trouver d'autres valeurs dans le sport que la recherche du chaos. Et d'autre part, des ennuis à plus long terme qui sont l'accumulation, qui sont le résultat de l'accumulation de ce qu'on appelle les micro-traumatismes et qui peuvent donner des inconvénients, des syndromes type de Parkinson par exemple. Le nombre des victimes de la boxe est difficile à connaître, à cause de la discrétion de la Fédération française de boxe, de la difficulté de prouver le lien entre l'état des boxeurs à long terme et la violence des combats. Victime après avoir été plusieurs fois vainqueur, Raymond Famechon témoigne. C'est assez dangereux. Hein. Pourquoi? On a les arcades ouvertes, les œils au beurre noir, complètement fermés, puis ça fait pas du bien aux yeux. Hein. Vous avez un fils, il fait de la boxe? Non. Pourquoi? Le père était fou, alors je veux pas qu'il ait gosse il soit. Hein. Vous savez, vous montez là-dessus, mais vous ne savez pas comment vous allez descendre. Hein. Bien sûr, la boxe d'aujourd'hui ne ressemble plus à celle des années Famechon. Les contrôles médicaux se renforcent, la boxe éducative gagne du terrain auprès des jeunes. Mais la ligne qui sépare l'amateur du professionnel est toujours aussi séduisante à franchir, au risque même de tomber sur le miroir aux alouettes de la réussite sociale, de la richesse. Pourtant, médicalement, un chaos reste un chaos. Faut-il alors mettre la boxe au banc des accusés, la déconseiller, l'interdire? Pour moi, il ne faut pas interdire la boxe, il faut simplement essayer de la faire évoluer. Il y a des valeurs intéressantes dans la boxe qui sont essentiellement dans l'entraînement. Footing, corde à sauter, ambiance dans la salle de préparation, autant de rites auxquels sont réellement attachés tous les boxeurs. Et surtout, n'est-il pas à craindre qu'une interdiction de la boxe détourne une agressivité inévitable vers d'autres terrains non balisés, non réglementés? N'est-il pas à craindre que le jeu de massacre fiction ne devienne réalité à Rungis ou ailleurs? Michel Debré, vendredi à l'Élysée, il n'avait pas rencontré le président de la République depuis très longtemps. Prise de participation de 10 à 20% du financier Jean-Claude Aharon dans le capital du Parisien libéré, peut-être plus à terme. C'est une information que m'apprend Alain Dumay. L'aménagement du Languedoc-Roussillon en Conseil des ministres, entre autres mesures importantes, la construction d'une centrale solaire expérimentale dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, tourisme, toujours en Conseil des ministres, la mise à l'étude du chèque vacances pour les millions de Français qui ne peuvent pas partir en vacances. Alain Peyrefitte évoque à l'Assemblée ce projet qu'on lui prêtait de rattachement des magistrats du parquet au ministère de l'Intérieur. C'est une idée parfaitement aberrante, a-t-il dit. Nous ne l'avons jamais eue. Et puis, les femmes parlementaires invitées aujourd'hui à déjeuner par le président de la République. Socialistes et communistes ne sont pas venus. Seul parlementaire de l'opposition, donc Jacqueline Thome-Patnôtre, interrogée, c'est bien normal, par une femme, Daniel Brel. Quand le président m'a interrogé sur l'opinion que j'avais sur la promotion des femmes dans la vie politique, j'ai dit qu'il fallait partager le problème en deux.
qu'il y avait les femmes qui arrivaient à la vie politique par le fait qu'elles étaient conseillers municipales, maires ou ensuite conseillers générales et devenaient députées, mais que c'était bien long pour une femme qui ne pouvait commencer sa vie politique que quand même lorsque les enfants étaient souvent élevés, mais que d'autre part, à mon avis, le scrutin, si on voulait plus de femmes à l'Assemblée nationale, il fallait instaurer le scrutin à la proportionnelle. Et que c'est pour ça qu'au lendemain de la guerre, il y avait beaucoup plus de femmes. Et que vous a dit le président sur ce point? Bon, il a passé à chacun donner son avis, il n'a pas répondu à chacune d'entre nous. Pas de politique étrangère ce soir, rien de neuf sur les événements du Proche-Orient, si ce n'est cette déclaration de Louis de Guéringaud ce matin sur Europe 1. La clé du problème est entre les mains de M. Begin, estime le ministre des Affaires étrangères. Demain, Pierre Mendès-France, qui revient d'Israël, sera notre invité en direct dans ce journal. Demain, donc. Il y a quand même une façon de vous parler de politique étrangère, une façon à nous, car nous avons été très impressionnés par la découverte tout à fait fantastique, 2500 ans après, du tombeau de Philippe de Macédoine, c'est-à-dire du père d'Alexandre le Grand. Un tombeau à Aguinaï qui renferme des richesses presque aussi précieuses pour la connaissance de l'histoire que celui de Toutankhamon en Égypte. Dans quelques instants, donc, la découverte de ce tombeau de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Ça arrive. C'est une découverte les plus importantes, effectivement, depuis celle sans doute du tombeau d'Agamemnon à Mycène, également en Grèce. Cette découverte a eu lieu donc à Virginaï, dans le nord de la Grèce, là où se trouvait, il y a 2600 ans, la capitale du royaume barbare de Macédoine, dont Philippe II fut le roi, avant de conquérir par la force ou par la ruse toute la Grèce, qu'il légua ensuite, après sa mort, à son fils Alexandre le Grand. D'ailleurs, cet homme qui a réussi à conquérir toutes les cités grecques est mort assassiné, sans doute sous l'inspiration de sa première femme. Voilà donc la pièce la plus importante. C'est un sarcophage énorme. Et dans ce sarcophage, on a trouvé une urne en or massif, une armure plaquée d'or et des vases d'argent très délicatement ciselés. La pièce d'ailleurs où se trouve le sarcophage contient des peintures qui représentent des chasses. Alors, à l'intérieur du sarcophage, vous le voyez, c'est là qu'on a trouvé dans l'urne, justement, les os, ce qui reste de Philippe II de Macédoine, et également un certain nombre d'objets à côté de restes de son corps. Et vous voyez, je vous ai dit que Philippe II de Macédoine, donc père d'Alexandre, avait conquis toute la Grèce. Eh bien, il a employé pour cela un moyen tout à fait extraordinaire et qui ressemble un peu à ce qu'on appelle maintenant la guerre psychologique. Vous savez qu'en Grèce, il y avait un oracle, l'oracle de Delphes, qui prédisait l'avenir. Eh bien, Philippe a réussi à contrôler cet oracle, à payer, disons, les prêtres qui s'en occupaient, et de cette façon, il contrôlait l'avenir, c'est-à-dire, il faisait dire l'avenir qui l'arrangeait. Si par exemple, il y avait une ville qu'il voulait attaquer, eh bien, l'oracle, comme par hasard, disait que les habitants de cette ville ne devaient surtout pas prendre les armes parce que ça leur porterait malheur. Vous voyez, c'est très pratique. Je crois qu'aussi il faut dire que c'est un rapport très direct avec la fameuse Macédoine de légumes qu'on connaît bien. Ben oui, c'est un rapport parce que l'empire de Macédoine d'Alexandre était un agglomérat de pays divers de la même façon. La Macédoine de légumes est un agglomérat de légumes divers. À ce point du journal, je voudrais vous apprendre la mort de l'un d'entre nous, Benoît Gelot, journaliste dans cette rédaction. Je le fais maintenant car Benoît était un homme passionné de culture. Vous le connaissiez peu, il était de ceux qui travaillent dans l'ombre. Il avait notamment contribué à la réalisation du magazine C'est-à-dire. Et l'une des émissions pour laquelle il s'était le plus passionné fut un numéro spécial sur André Malraux, un auteur plus que cher à son cœur. Benoît avait 41 ans. L'actualité qui court nous parle de sport maintenant. Avec d'abord, encore une fois de plus, les violences sur les stades. La violence aujourd'hui à Belgrade, au cours d'un match qualificatif pour la phase finale de la Coupe du Monde de football. C'est un peu, si vous le voulez, le pendant de Bulgarie-France. Cet après-midi donc, Yougoslavie-Espagne, une rencontre, on peut le dire, jouée au couteau, et c'est l'Espagne qui a gagné. Et vous allez voir dans quelles conditions. C'est ici que se joue la place de 13e élu pour l'Argentine, donc phase finale de la Coupe du Monde. L'Espagne est en rouge, elle tient le jeu, la balle va parvenir à l'aile gauche à Carderosa, qui centre sur Ruben Cano, lequel rate en partie son tir, mais marque tout de même 1-0. L'Espagne participera à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1966 après un match bien décevant. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui à Belgrade n'est pas à mettre au crédit du football.
Ce n'est plus un spectacle, mais un combat de voyous. Ici, Juanito sort du terrain remplacé par Santillana. Regardez ce qui va se passer. Juanito a reçu sur la tête une bouteille. Il restera inconscient durant quelques instants. Et ce n'est pas fini. Les coups pleuvent entre joueurs. L'enjeu est si important que les Yougoslaves perdent toute mesure et c'est la bagarre générale. Le sport avait perdu son nom aujourd'hui à Belgrade, mais l'Espagne ira tout de même en Argentine. Je crois que je préfère la qualification de la France. La course autour du monde, le voilier français 33 Export est arrivé à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il est très bien placé pour le classement général en temps compensé. Et une fois de plus, les deux voiliers rivaux, Flyer et King's Legend, sont arrivés dans un mouchoir, juste un petit peu plus de 2 heures de différence entre les deux bateaux, comme à l'issue de la première étape, et ce, après des semaines et des semaines de course. Le ski maintenant, après la victoire de Fabienne Serra hier, ce sont les hommes qui rentraient en piste aujourd'hui à Crans-Montana en Suisse. C'est de slalom spécial qu'il s'agit. Le vainqueur, le Suédois Stenmark. Venu il y a 4 ans de son petit village de Tarnaby, 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde, Stenmark, ici, dès les préliminaires de la saison, se met en lice pour une 3e victoire. C'est un défi lancé à tous les champions des pays alpins. Son niveau atteint en slalom la perfection dans les domaines ultra-techniques du ski. Quel admirable et étourdissant spectacle nous offre cet homme du Grand Nord, qui semble échapper à la loi de la pesanteur. Il l'emporte ici devant Filmer et Heidegger. La météo pour demain maintenant, le temps sera très nuageux sur tout le sud du pays avec quelques pluies de ci, de là. Même chose de la Flandre à la Bretagne, avec là en prime quelques flocons de neige. Et c'est bien la surprise de la matinée, la neige est tombée, mais pas vraiment là où on l'attendait, dans l'ouest. De la neige, il y a bien longtemps qu'on en avait vu dans le Calvados. Après quelques jours de froid intense, des températures ensuite radoucies, et voilà, de la neige sur tout le département, une toile d'hiver avec 22 jours d'avance sur le calendrier. En Bretagne, la couche de neige atteignait 10 cm ce matin à Dinan, dans les Côtes du Nord. Il neigeait encore cet après-midi sur les monts d'Arrée, et on attend d'ailleurs encore pour cette nuit de nouvelles chutes de neige en Bretagne. Conséquence évidente du mauvais temps, le verglas sur les routes. Un peu partout en France, comme ici dans la Somme, la circulation a pris sa vitesse de croisière d'hiver. Si les températures actuelles sont normales pour la saison, l'an dernier, à la même époque, il faisait exceptionnellement doux. Précisément une petite consolation, les températures remonteront un petit peu demain. Les résultats du loto maintenant, le 17, le 21, le 23, le 38, le 45 et le 48. Le numéro complémentaire, vous le voyez, le 26. Je vous rappelle que vous avez 2 rendez-vous avec la rédaction d'Antenne 2 à 23h20, le Dernier Journal de Patrick Lecoq, et puis à 20h55, c'est-à-dire avec un petit peu de retard par rapport à l'horaire que nous souhaitions, notre magazine Question de temps. Jean-Pierre Elkabbach y reçoit le sénateur Caillavet pour parler de télévision, bien sûr, face à 4 de nos confrères critiques à Télé 7 jours, Télépoche, Au Monde et Au Matin. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. À demain.